Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 13 février 2025, vous écoutez LCDE, le café de l'e-commerce, votre podcast préféré. C'est la saison 6 et c'est l'épisode 223. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous. Le café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de passer l'aspirateur, de faire votre sport ou de travailler. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce sagre douce. Incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, de l'IA, des milliards, Shopify et son fabuleux 4 et l'invincible Amazon. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce. Retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News Simple et Funky. Avec 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui habille la mode à petit prix, a battu des records en 2024. 24 millions de clients dans le monde, soit plus de 6% par rapport à 2023. Avec tout ça, le groupe a généré 2,3 milliards d'euros de CA, en croissance de 5% sur un an, a indiqué à la presse le DG de Kiabi, Patrick Stassi, évoquant également une rentabilité, elle aussi record, sans la chiffrer. Côté français, pas de chiffre d'affaires communiqué pour le moment, mais, je cite, on suit la tendance des 5% de croissance. Amazon teste la redirection des clients vers les sites externes, les sites des marques e-commerce, lorsqu'un produit est indisponible sur Amazon. Alors cette nouvelle fonctionnalité, pour le moment en phase de test aux États-Unis, affiche donc dans les résultats de recherche des produits non vendus par Amazon et propose un gain direct vers les sites de marques. C'est une stratégie qui est très osée, très disruptive. Il y a quelques années, tu m'aurais dit ça, mais même là, je l'ai découvert, j'ai trouvé ça incroyable. Je ne sais pas si ça va se populariser. En tout cas, ils font ça pour améliorer la satisfaction client et se transformer petit à petit en un vrai moteur de recherche e-commerce où on trouverait tout un agrégateur qui permettrait de lister tous les produits. Après de belles ventes en ligne, Zara a ouvert un pop-up store dédié à son offre pour les sports d'hiver. Baptisée Zaraski, cette boutique est située en Suisse. Salesforce supprime 1000 postes tout en recrutant pour l'IA. L'entreprise ajuste ses effectifs pour optimiser ses marges et accélérer sur l'IA malgré la pression des investisseurs. C'est une restructuration stratégique qui a commencé il y a quelques mois et qui illustre la priorité donnée aux nouvelles offres d'IA versus la stabilité des équipes. Amazon étend son empire en ouvrant une parapharmacie et beauté à Milan. Le géant vient juste d'inaugurer cette première boutique physique en Italie qui s'appelle Amazon Parafarmacia et Beauty. Au cœur de Milan, donc, c'est un nouveau concept store avec un parcours client digitalisé conçu par la société InnovShop et qui allie une vaste sélection de produits beauté et de soins personnels à des services innovants et des conseils d'experts. YouTube fête ses 20 ans. Les grands 4 chantiers de la plateforme pour 2025, c'est le podcast, l'IA, la télé connectée et les créateurs de contenu qui sont enfin reconnus comme des entrepreneurs. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Worldpay rachète Ravline pour renforcer sa lutte contre la fraude grâce à l'IA. Cette acquisition permet à Worldpay d'intégrer des solutions avancées de prévention des fraudes dans un écosystème de paiement, incluant la détection des fraudes aux paiements et aux promotions. C'est un mouvement stratégique pour sécuriser les transactions et optimiser le taux d'autorisation. Stockly, qui est une start-up française, vient de lever 26 millions d'euros pour accélérer son expansion européenne et éviter les ruptures de stock en e-commerce. Sa plateforme connecte donc les stocks de centaines de retailers et cela permet donc de vendre des produits même en cas d'indisponibilité locale. C'est une approche qui fluidifie l'inventaire et pourrait redéfinir la gestion des stocks en ligne. Une rentabilité est espérée d'ici 2026. La news what the fuck de la semaine, Adrien, quelle est-elle ? C'est Amazon qui est sur le point de dépasser Walmart en revenus trimestriels avec 187 milliards de dollars de ventes. Les revenus sont boostés par AWS et la pub. Amazon pourrait, pour la première fois de l'histoire, détrôner Walmart, leader incontesté depuis plus d'une décennie. C'est une évolution qui confirme la montée en puissance d'un modèle combinant retail, cloud et services, redéfinissant les équilibres du commerce mondial. Bravo Amazon. La news inutile dont on s'embalèque, quelle est-elle ? Quelles sont-elles ? Il y en a tellement, Adrien, que j'ai dû vraiment sélectionner.
La première, tu as dû l'avoir passée, c'est notre ami Elon qui a décidé de faire une offre de rachat à Sam Altman, l'un des propriétaires d'OpenAI. Est-ce que tu as vu passer ça? Ouais, j'ai vu passer, mais il a répondu très rapidement, non? Est-ce que tu as vu la réponse de Sam Altman qui lui a dit non merci, pas intéressé, mais si tu veux, moi je peux racheter pour une somme modique ton réseau social. C'est assez drôle parce que ça se tenait pendant le Summit AI à Paris et il paraît que lors de l'annonce de ce tweet, tout le monde, lors d'un dîner mondain, était sur la plateforme X en train de regarder les échanges entre Elon Musk et Sam Altman. Ouais, c'est vraiment la cour de récré avec deux garçons là qui se bagarrent vraiment à celui qui a la plus grosse. Surtout que tu sais qu'Elon Musk, lui, il était l'un des premiers fondateurs d'OpenAI. Il est parti de lui-même, mais je me dis que le mec est quand même dans une espèce de revanche d'ego en se disant c'est bon, j'ai lâché la poule aux œufs d'or, j'ai été peut-être un peu bête, maintenant je veux revenir dans le game. Et Sam Altman qui doit lui dire mais fuck mec, t'es parti. Une histoire d'ego. C'était presque pas la news inutile, mais la semaine inutile, parce qu'il y a eu plein de news. T'as d'autres choses pour nous? Eh ben oui, vous le saviez, Donald Trump avait été banni de la plateforme X. Puisque le 6 janvier 2021, rappelez-vous, des centaines de personnes avaient pris d'assaut le Capitole, qui est l'emblème du pouvoir législatif aux États-Unis. Et puis, Donald Trump avait été accusé d'avoir fomenté cette attaque. Eh bien, Donald Trump a contesté depuis très longtemps, et d'ailleurs, il a été blanchi dans cette affaire, et notre ami Elon Musk a décidé de le rembourser et de lui verser 10 millions de dollars. Ouais, c'est un peu entre milliardaires quand ils se font des ligas, quoi. Tu m'envoies 10 millions et je te les rembourse. Échange de bons procédés. Voilà, exactement. LCDE Vox Populi, la communauté donne son avis. Laetitia, tu as posé une question à la communauté. Quelle était la question et quelles étaient les réponses? Eh bien, j'ai posé la question sur le commerce conversationnel. C'est parti d'une conversation dans le Chanel, le café des femmes de l'e-commerce, où quelqu'un a posé une question et puis on en a longuement parlé. Et je me suis dit, tiens, si j'élargissais cette conversation à toutes et à tous. La question était la suivante. Le commerce conversationnel, parlons-en. Selon vous, quelle est la place du commerce conversationnel dans l'e-commerce aujourd'hui? Au choix, je vous proposais de me répondre 1. C'est indispensable. C'est déjà un canal clé pour générer des ventes. 2. C'est en pleine croissance. On teste, on s'adapte, mais on est encore dans une phase d'adoption. 3. C'est un complément intéressant. C'est utile, mais c'est vraiment pas essentiel aux ventes. 4, on n'est absolument pas convaincu, ça a peu d'impact sur les conversions et puis ça présente encore des limites techniques. Et enfin 5, c'est toujours ma petite question, what the fuck, je ne me prononce pas, on peut plus rien dire de toute façon sans se faire traiter de woke. À ton avis, Adrien, quelle a été la réponse la plus plébiscitée? C'est un truc complémentaire, non? Ouais. Les gens sont modérés en général. Ouais. Écoute, 50-50, j'ai envie de te dire, entre en pleine croissance et c'est intéressant, c'est un bon complément. Alors, il y a quand même des gens qui ne sont absolument pas convaincus et je pense que c'est vraiment lié aux limites techniques et puis aussi au cas d'usage. C'est ce qui revenait très souvent. Moi, j'ai pas de cas d'usage à partager ou alors c'est difficile d'avoir implémenté du commerce conversationnel dans mon e-commerce. Quand on parle de commerce conversationnel, c'est surtout resté par du WhatsApp commerce, non? Ouais, essentiellement par du WhatsApp commerce. Et c'est ce qui m'a un peu, comment dire, ça m'a pas fait mal au cœur, mais ça m'a fait réagir dans le sens où nous, quand on a commencé il y a 6 ans, quand on parlait de commerce conversationnel, on imaginait que ça allait être les Alexa et votre Hello Google qui allaient se mettre à converser avec vous sur du shopping. Et en fait, non, c'est vraiment WhatsApp qu'on n'avait peut-être pas vu venir sur ce segment-là qui prédomine. Et pour le coup, là, il y a quand même de sacrés cas d'usage. Et puis, en fonction des régions, on peut voir des choses très différentes. Mais j'ai vu passer, alors je sais pas si c'est en France ou aux États-Unis, mais les fiches Google Maps vont avoir un petit lien discuté en WhatsApp. J'ai hâte que ça arrive parce que moi, je suis un utilisateur très fort de WhatsApp, mais ça prend pas tant que ça en France, j'ai l'impression, non? Dans le business. Moi, en tout cas, moi, je le vois parce que il y a les DNVB que je consomme. À chaque fois que je vois le bouton WhatsApp, je le teste. Et franchement, moi, je trouve que ça tient la route. Je vois pas de limite technique. Et au contraire, je trouve que ça augmente vraiment mon expérience de vente. Alors, on parle de petites DNVB, enfin pas de petites, mais en tout cas, je l'ai pas testé sur des comptes un peu plus importants. Et c'est peut-être ça aussi l'une des limites. Mais moi, je trouve que ça fluidifie vraiment et mon engagement client en est d'autant plus renforcé. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Parce que la semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode. Et non, la semaine dernière, on était sur les rotules. Pourquoi? Parce qu'on avait enchaîné pas mal d'événements et le dernier en date était Brains to Buyers qui a eu lieu pile poil il y a 1 semaine. Adrien, tu nous rappelles ce que c'est Brains to Buyers? C'est le seul, le meilleur, le plus beau événement B2B commerce en France. Voilà, s'il devait
en rester qu'un seul, comme les Highlanders, c'est Brands to Buyers. Et puis ça faisait un moment qu'on travaillait dessus. Initialement, il était prévu pour début décembre, à cause des grèves nationales, on l'a reporté à début février. Et puis voilà, et c'était l'occasion de rendre ça intéressant sur le fond comme sur la forme, de rénover un petit peu ce format. Donc un premier événement réussi, tellement réussi qu'on prévoit une deuxième édition, on l'espère en juin de cette année. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février et dans quelques heures, dans quelques minutes même, eh bien, ce sera l'opération Store Tour Paris spéciale Shopify POS. Adrien, qu'est-ce qu'on fait dans un STP Shopify POS? On prend une demi-journée pour visiter des magasins et voir en live à quoi ça ressemble le magasin du futur, ou en tout cas quelles sont les bonnes idées en termes d'omnicanalité. Je pense que c'est vraiment l'angle qu'on essaie d'avoir quand on fait des visites de magasins. C'est quoi le parcours client en boutique physique, le parcours client en ligne, comment est-ce que ça communique. Et là, cette édition, particulièrement cet après-midi, elle est là pour mettre en avant le POS, donc le terminal de paiement Shopify, qui a été officialisé, annoncé il y a quelques semaines pour la France. Donc, on est très fiers de le faire en partenariat avec Shopify et Data Solutions, qui est un intégrateur de ces solutions. Et comme c'est un succès fou, on a déjà une nouvelle date pour une prochaine édition sur le POS Shopify. Ce sera en avril de cette année. Laetitia, il y a une autre news de la semaine. Tout le monde dans la communauté WhatsApp est devenu fou quand ils l'ont découvert. C'est que tu es passé dans le podcast de notre cher ami Patrick Béja dans le Rendez-vous Tech. Alors, j'ai pas eu le temps d'écouter. Tu as parlé de quoi? Alors, tu viens de le dire, c'est notre ami Patrick Béja. Je crois qu'on lui doit pas mal de choses parce que c'est quand même un peu grâce à lui qu'on s'est lancé et qu'on s'est structuré. Donc, quand Patrick me proposait dans son podcast, eh bien, c'est un grand oui. Et de quoi on a parlé? On a parlé bien évidemment de l'actualité. Donc, c'était ce mardi. Et ce mardi, c'était le deuxième jour de l'AI Summit à Paris. Donc, forcément, on a discuté de ces milliards d'investissements et puis surtout du positionnement de la France et de l'Europe face aux géants chinois et américains dans l'intelligence artificielle. C'était très difficile de s'arrêter tellement on avait de choses à partager. Il y avait qui comme co-animateur? En général, il aime bien avoir deux animateurs. J'ai oublié son nom, mais il s'appelle Clément. Il faisait quoi? C'était un profil comment? Un profil tech. J'ai oublié. Il a une agence, mais il accompagne de grosses industries. Je crois dans la transformation digitale. Je crois qu'il fait aussi du podcast. Il fait plein de choses et puis il est assez un chic type très intelligent qui a toujours quelque chose de pertinent à dire. Alors, tu as réussi quand Patrick, il t'invite dans son podcast, en général, il pense déjà quelque chose. Est-ce que tu as réussi à lui retourner le cerveau, à lui faire changer d'avis ou pas trop? Non, par contre, je lui ai rappelé, Patrick, quand on a évoqué Elon Musk, il y a 4 ans peut-être, quand il m'avait invité pour l'une des premières fois dans son podcast, c'était l'époque où notre ami Elon Musk avait rigolé en disant mais un jour, je rachèterai Twitter. Et on avait évoqué avec Patrick le fait que Elon Musk allait avoir un destin incroyable et surtout un destin politique. Et donc, je lui ai rappelé ça en lui disant, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, il est avec son fils sur ses épaules dans le bureau ovale et son fils qui mange ses crottes de nez et ça fait rire tout le monde. Voilà le projet politique qu'il avait pour nous, pour le monde, notre ami Elon. Et il avait oublié, Patrick, que déjà, on en parlait en ces termes et surtout que personne ne pensait qu'il allait être l'heureux propriétaire de Twitter. Et aujourd'hui, il est l'heureux propriétaire de la planète entière. Et vous avez parlé de l'événement à Paris sur l'IA ou pas trop? Ouais, si, c'était vraiment ce qui orientait cet épisode. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais invitée et que j'ai pas pu y aller. Et j'ai filé mes tickets à une copine, Noémie, qui était ravie et qui m'envoyait plein de photos. Et je me suis dit, mais en fait, je suis bête, j'aurais dû y aller. Mais j'avais d'autres priorités. Donc, bien évidemment, on a parlé de cet événement, on a parlé de ces 109 milliards qui ont été annoncés, les fonds qui sont derrière, des fonds émiratis. Mais pas que, tu as aussi Amazon qui, pour le service cloud, propose ses services. Et puis, c'est pas que la France. Tu as aussi l'Inde qui est dedans. Tu as aussi du Canada. Donc, en fait, c'est pas uniquement la France qui fait sa contre-proposition. C'est un espèce de consortium des oubliés de l'intelligence artificielle américaine et chinoise. Et j'ai bien évidemment parlé d'e-commerce, Adrien. Tu le sais qu'il a fallu que je pose quand même ma petite expertise. Tu as fait de la pub LCD ou pas? J'ai fait de la pub tout à la fin. Mais j'ai quand même évoqué le fait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle avait quand même permis l'évolution de très grosses plateformes chinoises, pour ne pas les nommer Shein et Temu. Et puis on évoquait aussi ByteDance, le repropriétaire de TikTok, qui a fait une superbe annonce aujourd'hui, pas aujourd'hui mais il y a quelques jours, sur la production de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Et là on peut voir comment tout va très 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 vite et comment malheureusement nous on est un peu à la traîne.
C'est pas le seul média auquel tu as participé. Et non, j'ai donné une interview pour 20 minutes qui m'interrogeait sur l'avenir des magasins et toutes ces marques en ligne qui finalement n'investissent plus les espaces locatifs dans les centres commerciaux ou encore même dans les centres-villes, mais qui préfèrent les pop-up stores. Et donc, je suis venue avec tous mes cas d'usage français et américains et c'est un superbe article à retrouver. Tapez 20 minutes, émergence des pop-up stores et puis vous retrouverez mes échanges avec la journaliste. Et toi, Adrien, quoi de neuf chez toi cette semaine ? Eh bien, écoute, rien de bien excitant. Le travail au business as usual, comme on dit. Peut-être un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous écoute. Tu sais, des fois, t'es fan de quelqu'un et tu sais même pas qui t'écoute. Donc, deux fans qui se rencontrent, c'est rigolo. Je fais un petit coucou à Younes, il se reconnaîtra. Et ça m'a fait vraiment très, très plaisir il y a quelques jours de rencontrer Younes de l'écosystème Shopify que beaucoup doivent connaître. Enfin, c'est vraiment la personnalité, je dirais, ou dans le top 3 des personnalités françaises. Non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment par hasard. J'ai presque on s'est croisés dans le couloir. Comment on rencontre un auditeur ou une auditrice qu'on connaît pas forcément ? Non, mais tu connais les gens qui disent ouais, je t'écoute. Tu dis bon, ok, tu vois, pour faire plaisir. Et après, il me sort des phases ou vraiment des trucs que j'ai dit. C'est exactement ça. C'est robot. Il me dit t'as sorti ça dans cet épisode. Laetitia a sorti ça dans cet épisode. Machin, tu dis ah non, là c'est fan, là ça blague pas du tout. Donc merci. Mais bon, voilà. Fin de la parenthèse. On dit pas de bêtises. Il est assez d'accord avec nous. Non, c'est ça qui est rigolo, c'est que les gens ils sont pas d'accord, mais en fait ils nous laissent et puis ils voient les changements aussi. Shopify c'est un bon exemple. On va en parler dans quelques minutes. Justement, c'est un gros épisode où on n'a jamais menti je vais parler de moi particulièrement il y a quelques années sur les doutes que j'avais sur certaines choses et là l'histoire me fait dire le contraire, mais tout comme dans d'autres fois on est très très optimiste sur certaines décisions, sur certaines textes, sur certaines marques et au final ça capote. Donc voilà, un petit coucou à Younes et puis nous on continue. Coucou Younes. On continue notre petit bonhomme de chemin. Si Younes peut lâcher 5 étoiles, je pense que t'as pas vérifié s'il avait mis 5 étoiles. C'est le genre de mec à avoir des Android jailbreakés etc. Donc je suis pas sûr qu'il a des iPhones, mais peut-être que je me trompe. Younes, mets 5 étoiles s'il te plaît. Merci. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Et là, Adrien, il vient avec du lourd, il vient avec du Shopify, il vient avec de la money, il vient avec les résultats financiers Q4 2024 de Shopify. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Adrien ? Écoute, on les a regardés ensemble et c'est quand il y a Shopify aujourd'hui qui communique ses résultats, je le mets au même niveau qu'un Amazon. Ces gros acteurs qui font l'e-commerce, on est le café de l'e-commerce, ça serait une faute professionnelle de pas couvrir ce que fait Shopify. Donc il y a littéralement quelques jours, ils ont annoncé les résultats du 4e trimestre. Alors, on n'est pas un podcast financier, mais lorsque les fondateurs ou la société communiquent sur les résultats financiers, ils communiquent aussi sur leur stratégie, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis les plans pour le reste de l'année. Donc, c'est toujours très croustillant. La première partie, je vais parler des chiffres. C'est la croissance record. Encore une fois, c'est du plus. Il doit être au vert partout. Ils ont généré 9 milliards de revenus en 2024. Moi, ça me parle pas, mais ce qui me parle, c'est la croissance annuelle de 26%. Aujourd'hui, des boîtes e-commerce, des tech e-commerce qui ont une croissance à double chiffre et qui est au-dessus de 20%, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La GMV, tu te souviens, c'est tous les revenus qui transitent sur la plateforme, elle est de près de 300 milliards de dollars. C'est 2,5 fois plus que 2020. Bon, pourquoi comparer à 2020, tu vois, mais bon, en tout cas, ces 300 milliards, c'est juste impressionnant. Et puis moi, qui avais travaillé pour d'autres plateformes e-commerce il y a un paquet d'années, 300 milliards, c'est vraiment beaucoup de processer autant sur une plateforme. Et puis, en 4e trimestre, la croissance des revenus, elle est de 31%. Bon, au-delà des chiffres, il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi l'expansion de la société. Oui, Shopify, c'est une multinationale, c'est de l'expansion internationale et puis de la diversification dans ses produits. Shopify, il détiennent désormais 12% du marché e-commerce aux États-Unis. Il y a notamment une forte progression qui s'est installée en Europe et au Japon, avec une croissance des revenus de 33% à l'international. Je n'aurais jamais misé sur le Japon. ShopPay, ça représente désormais 38% du volume des paiements Shopify. Moi, quand j'entends, tu vois, ShopPay, ça revient toujours dans tout ce vocabulaire, on comprend rien. T'as Shopify Payment, t'as ShopPay, t'as Shop App, c'est dur de comprendre. Alors, pour les personnes qui sont extérieures à tout ça, Shopify Payment, c'est le processeur de paiement qui est natif à Shopify, c'est ce qui permet de traiter tes paiements. C'est pas du tout obligatoire, mais si tu le prends pas, tu payes un petit malus de pourcentage de commission en plus. ShopPay, c'est le super checkout, c'est le paiement rapide en un clic, mais c'est pas juste le checkout en fait. Mais ça s'appelle aussi. Ouais, alors ça c'est Shop App. Et ShopPay, justement, c'est le paiement rapide, mais c'est une sorte de wallet parce que tu peux acheter avec ShopPay sur n'importe quel site. Il te reconnaît avec ton téléphone, ton numéro de téléphone. En 2 secondes, il te pré-remplit toutes tes informations. Vous l'essayez et vous surkiffez. Et effectivement, il y a ensuite Shop App. C'est le suivi de commande et la marketplace pour pouvoir acheter avec les boutiques, les marques Shopify. Et moi, je trouve ça génial. Je l'utilise. Franchement, c'est ouf. Je suis d'accord avec toi. C'est d'une rapidité, d'une fluidité.
sans commune mesure. Bon, Laetitia, c'est là où tu me mets des coups de boule parce que tout ce que je critiquais, finalement, ils ont communiqué sur les grands comptes et sur le B2B. Exactement. Toi qui nous expliquais que Shopify allait rester sur du SMB, sur de la DNVB, jamais sur de l'enterprise et qu'il n'irait jamais concurrencer les géants qui ont fait des milliards déjà sur l'enterprise et puis surtout sur le B2B. Eh ben, t'as tort parce que les grandes marques, elles renouvellent avec Shopify. On peut voir que Reebok, Champion, Karl Lagerfeld, FC Barcelona, Crocs, Goop, eh bien, toutes, elles renouvellent leur confiance chez l'acteur Shopify. Sur le B2B, B2B Shopify, c'est plus 140% de croissance en 2024 avec un record en novembre. Et enfin, Shopify POS, ça continue de s'étendre. L'adoption est encore plus forte, notamment avec 70 nouveaux magasins, dont l'iconique Karl Lagerfeld. Tes prédictions, Adrien, il y a encore quelques années, eh bien malheureusement, se sont révélées fausses. Ouais, enfin bon, après tout le monde a raison, ça dépend quelle est la temporalité. En tout cas, ils ont vraiment investi beaucoup là-dessus. C'était pas tout lors du call, ils ont parlé de ce qui allait arriver. Donc ça, c'est toujours intéressant un peu le côté inno et tech. Ils continuent à investir sur l'IA à fond avec plein d'outils, notamment l'assistant IA Sidekick. Ils déploient Shopify Tax en Europe. Ils intègrent Klarna, ils améliorent, ils ont plus de paiements locaux. Bon, ça finalement, ça fait partie du classico dans une roadmap éditeur e-commerce. Et puis ils ont communiqué sur le tap to pay qui est de plus en plus disponible dans des pays, le ship to store, etc. Donc écoute, la roadmap a l'air plutôt chargée et puis ils continuent à se développer. Si on regarde un petit peu 2025 du coup, Laetitia, c'est quoi quel gros chantier? L'un des gros chantiers pour Shopify, eh bien c'est une expansion ciblée sur quoi? Sur le commerce signifié, sur l'e-commerce, l'offline avec le POS et puis surtout, je l'ai dit, le B2B. Deuxième chantier, c'est le focus sur l'IA, l'automatisation des tâches, tous les copilotes et puis l'amélioration de l'expérience client. Et je le disais tout à l'heure en troisième point, eh bien, on continue d'y croire et on continue de renforcer cette croissance folle à l'international et en particulier en Europe et au Japon. Et tout ça, c'est avec une structure de coût, en tout cas de l'efficience, rechercher à être plus productif et à faire attention aux dépenses. En résumé, Adrien, c'est quoi ton analyse en 4 points? Ouais, non, en fait, peut-être en un point, Shopify, bravo, on t'applaudit, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Ok, certes, ils sont diversifiés, la croissance elle est solide. Les mais, c'est quoi? J'ai essayé de réfléchir un petit peu à c'est quoi les mais. Tu te dis ils sont imbattables. Bon, moi ça m'agace quand il n'y a pas de concurrent ou quand tu vois quelqu'un a du monopole. On n'en est pas encore là, hein, mais quoique sur le segment SMB, on pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Ils sont pas encore très très forts sur le B2B, sur le B2C grand compte. Alors oui, ils commencent à grappiller, mais ils sont pas encore là, mais en fait c'est des petits mais parce que c'est une histoire de temps avant qu'ils aient une plateforme qui puisse répondre complètement à toutes ces problématiques. Donc en fait j'ai rien à dire. Je trouve que c'est juste bluffant avec tu vois la ténacité avec laquelle ils ont fait preuve ces dernières années pour aller concurrencer ces marchés, surtout de là où ils viennent. Donc bravo encore Shopify. Toi Laetitia, tu continues à être fangirl de Shopify RS? Écoute, si je pouvais me tatouer Shopify quelque part, je le ferais. Oui, non, pour le moment, oui, tout va bien. Maintenant, jusqu'à quand? Telle est la question. Qui est-ce qui va venir concurrencer Shopify? Est-ce que c'est un acteur existant ou un petit nouveau qui va émerger et qui va secouer les puces de Shopify? Géotech, c'est la rubrique qui met en perspective géopolitique et tech. Cette semaine, Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous? Eh bien, je vais vous parler de ce qui s'est passé en début de semaine, là où j'étais invitée, mais où j'ai décliné ma présence. Eh bien, c'est le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui avait lieu à Paris. Et pour une fois, je me pose la question suivante. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France revient enfin dans le game de l'intelligence artificielle? Adrien, t'as envie de dire oui, t'as envie de dire non? Non, enfin, j'y crois pas trop, mais bon, vas-y, dis-moi. Pourquoi? T'es sceptique? Je suis sceptique. Alors, j'ai pas vu les annonces, donc c'est toi qui vas pouvoir... laisse-moi revenir un petit peu en très brièvement sur ce qui a été annoncé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Le sommet mondial sur l'intelligence à Paris, c'était le 10 et le 11 février dernier, et ça a réuni plus de 80 pays, des chefs d'État, des dirigeants tech. Il y avait du Google, il y avait du OpenAI, et puis bien sûr, il y avait Cocorico du Mistral AI, et beaucoup d'experts et d'expertes pour discuter de l'avenir de l'IA. Alors, il y a plus d'experts que d'expertes, hein. La France veut s'imposer comme un leader de l'IA. Il y a eu un fonds de 109 milliards d'euros qui a été annoncé. L'argent n'est pas
pas encore puisque ça court jusqu'à 2030 pour débloquer les fonds. Tout ça, c'est pour renforcer la compétitivité européenne et non pas française. Face à qui ? Face aux États-Unis et à la Chine. Il y a quand même quelques divergences internationales qui ont été mentionnées. Et oui, les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer une déclaration commune sur l'IA inclusive et durable. Tiens, ça ne nous étonne pas. Soutenue par 60 autres pays, dont la France, la Chine et l'Inde. Et l'Inde, c'est quand même un acteur qu'il faut mentionner parce que c'était un gros soutien de cette action, de ce sommet. Et c'est aussi quelqu'un qui a donné... c'est aussi un pays, un acteur qui a vraiment soutenu financièrement cette action. Les enjeux qui ont été discutés, l'impact environnemental, et c'est la première fois qu'on en entend parler. Alors oui, il y a débat, c'est des réacteurs nucléaires derrière tout ça, mais au moins ça a été posé et on n'a pas fait l'autruche et comme souvent on peut voir dans les salons américains et autres, oui, ça a été mis sur la table. L'inclusion et les régulations, forcément, on est en Europe, on régule. Puis il y a surtout eu un débat sur l'équilibre entre innovation et encadrement éthique. Moi, je note aussi qu'il y a eu beaucoup de discussions sur l'éducation. Comment est-ce qu'on éduque les plus jeunes à l'intelligence artificielle ? Donc ça allait de comment rédiger un bon prompt mais comment est-ce qu'on peut discerner les biais cognitifs des intelligences artificielles, surtout pour les plus jeunes. Au final, les analystes, ils en pensent quoi ? Que c'est une goutte d'eau et que ça va rien faire du tout ? Ou si c'est la bonne chose pour l'Europe ? C'est suffisamment pour avoir un impact ou pas ? Je pense que c'est suffisamment pour secouer dans un premier temps. L'effet d'annonce était tel que c'était un jeu de ping-pong entre les annonces qui arrivaient depuis Paris et puis comment est-ce que les informations étaient perçues aux États-Unis. Aux États-Unis, t'en as certains qui rigolaient. Donald Trump s'est un petit peu moqué, notamment des effets d'annonce. 109 milliards, c'est pas beaucoup, par rapport à tout ce qui est investi toutes les semaines, voire même quotidiennement en Chine et aux États-Unis. Mais là, pour une fois, on a un vrai consortium et c'est pas que la France. Ça y est, on est unis et il y a un projet commun. C'est une initiative pour une IA d'intérêt général. Et ça, moi, je le vois nulle part. Quand tu es aux États-Unis, c'est l'IA américaine. Pour les Chinois, c'est l'IA chinoise dans une guerre China versus USA. Là, j'ai quand même le sentiment que c'est un petit peu plus apaisé et puis on joue team player. Pourquoi ça s'est fait en France ? Est-ce que la France, du coup, elle a un point plus important ou il y a quelque chose que ça a fait rayonner la France particulièrement ou c'est européen vraiment ? Non, c'était plutôt européen, mais ce qu'on retenait, c'était quand même Emmanuel Macron et les annonces de Mistral AI et tout ça. Je pense que ça s'inscrit de manière très politique dans ce que Emmanuel Macron a lancé il y a quelques années et qui a complètement fait flop à mon sens, qui était 30 licornes pour 2030. Il n'y est pas arrivé, on n'est pas encore à 2030. Que sont devenues ces licornes ? Pour la plupart, elles ne sont plus 100% françaises. Et qu'est-ce qu'il lui reste d'autre comme terrain de jeu ? L'intelligence artificielle. D'ailleurs, quand il a lancé le sommet, il a ri de lui avec tout ce qu'il pouvait voir sur l'intelligence artificielle et ces fameux deepfakes. Je pense vraiment que c'est l'un des acteurs européens qui en parle le plus, on l'utilise, et puis c'est aussi un des chefs d'État européens qui est le plus au fait parce que c'est le plus jeune, tout simplement. Enfin, c'est l'un des plus jeunes. On sait qu'il aime bien communiquer sur des réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat. Donc ça lui colle bien et je pense qu'il aime bien endosser aussi cette veste de Monsieur IA en Europe. Et sur la régulation, c'est ce qu'on adore faire. Il y a eu des lois qui sont sorties, qui vont sortir, ou des règlements européens ? C'est pas vraiment ça qu'on a retenu, c'est surtout qu'Emmanuel Macron, lui, il est plutôt en faveur de moins de régulation. Il veut booster l'innovation, mais garantir un développement responsable de l'intelligence artificielle. Donc en gros, c'est oui, on va continuer à réguler, mais pas tant que ça. Et après, ça se passera au-delà de la France et de Matignon, ça passera à Bruxelles, qui pour le coup est une machine à réguler. Donc à voir. Reco micro reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos, plus d'une centaine de recos sur la page Notion en lien dans la description. Cette semaine, quel est ta reco, Laetitia ? Eh bien, c'est une plateforme. C'est power.xyz. Power.xyz, c'est une plateforme dédiée aux retailers pour la gestion de la production à grande échelle de modèles 3D de leurs produits. Un studio photo, ça permet de lancer facilement des expériences immersives telles que des visionneuses 3D, de la réalité augmentée, des configurateurs 3D, tout en facilitant la création de contenu grâce à quoi ? L'IA générative. Ça me fait penser un peu à Omi, ce pitch, non ? C'est un peu ça, mais j'ai discuté avec le cofondateur et il y a des éléments différenciants. Allez voir et puis vous nous direz si vous avez saisi la différence entre Omi et Power XYZ. Panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Et Adrien revient
avec son habituel Cupuk, le seul et l'unique, le jeu qu'il adore et qu'il affectionne. Bon, là, en question pour un champion très facile pour le premier et un peu moins facile pour le deuxième. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Je suis né le 5 juillet 1994, d'abord comme une entreprise locale avant de devenir un géant mondial. Mon premier bureau, un simple garage à Seattle. Amazon. Bravo. Aussi étonnant que ça puisse paraître, depuis ces années qu'on se fait le question pour un champion, j'ai jamais fait Amazon. Je te termine la description. J'ai transformé la manière dont nous consommons en ligne et influencé les habitudes d'achat dans le monde entier. En 2023, mon chiffre d'affaires atteignait 574 milliards de dollars et j'emploie plus de 1,5 million de personnes. Je suis présent dans plus de 20 pays et sur Instagram. 5,4 millions d'abonnés suivent mon actualité. Mon logo cache un sourire allant de A à Z, symbolisant l'immensité de mon catalogue. Et pour livrer encore plus vite, je teste des solutions futuristes comme des drones et des magasins sans caisse. Je suis aussi un acteur majeur du cloud computing, du streaming vidéo et même de l'IA. Je suis Amazon. Bravo. Deuxième, il devrait être un peu plus difficile. Je suis né en 1985 et dès mon plus jeune âge, je me passionne pour la technologie et l'entrepreneuriat. Dans les années 2000, je cofonde une startup qui révolutionne un secteur, attirant rapidement l'attention des investisseurs. Quelques années plus tard, je prends la tête d'un célèbre incubateur de startup, aidant à faire émerger certaines des entreprises tech les plus influentes au monde. Mais c'est surtout dans les années 2020 que je deviens une figure incontournable en dirigeant une organisation qui bouleverse l'industrie avec des avancées spectaculaires. Mon expertise et mes décisions influencent directement l'avenir de la technologie et mon retour à la tête de mon organisation après un bref départ a fait grand bruit. Je tiens tête à Elon Musk en refusant une offre. Sam Altman. Bravo, en refusant une offre pour racheter la société que j'ai cofondée. Je suis Sam Altman. Félicitations, bravo. Il était plus dur celui-ci parce que j'ai voulu être un peu plus généraliste sur la description, mais bravo, tu l'as trouvé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était le numéro 223 de la saison 6. Vous avez aimé cet épisode? Le meilleur moyen, c'est de le faire vivre, c'est de le partager, c'est de le commenter, notamment dans la communauté WhatsApp, le café de l'e-commerce. Adrien, non, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, on est off, mais on se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines tout le monde. Ciao, ciao. Mais pourquoi tu parles de Sam Altman? T'aurais dû faire Arthur Mensch. Je sais même pas c'est qui. C'est qui? C'est l'un des 3 cofondateurs de Mistral AI, qui lui, et je crois que c'est un ancien Google ou Meta, je sais plus. Mais il y a aussi un de ses cofondateurs qui est passé par, ils sont tous passés par la Silicon Valley mais c'est quand même des tronches, les mecs. Il a 32 ans, je viens de voir sur Google. Ouais. Laisse tomber, on a raté notre vie. Bravo, ok. Bon, là, on va se faire chasser du resto. C'est vrai, on avait pas précisé. Ouais, on a ensuite à quelques minutes du store tour. C'est quoi les boutiques qu'on va visiter? Écoute, normalement, tout est bouclé, là. Ça y est, j'ai eu mon dernier call avec From Future. J'espère que je n'ai pas encore dépensé des fortunes chez eux. Il y a Easy, c'est ok pour Easy. Et puis le dernier, Oh My Queen. Là aussi, je pense que je vais faire brûler la carte bleue. Ça va fonctionner? Ils vont avoir Internet? Ou comme les démos aux US, t'as pas Internet et ça marche pas? Ça marche pas aujourd'hui. Ouais, mais je crois qu'en offline, ça fonctionne. Mais en tout cas, j'espère que... Voilà, c'est pas une démo. C'est pas une démo, c'est en vrai, c'est implémenté et tout. Exactement. Donc, ils ont intérêt à apprendre à ce que tout fonctionne. Ouais. T'as préparé tes questions pièges, Adrien? Non, je suis le flow et on verra bien. En fait, les questions pièges, elles viennent pas de nous. Elles viennent souvent de l'audience. On pose des questions, mais laisse tomber. Et nous, au contraire, on est là pour rattraper. Pour calmer le truc. Ah non, pose pas la question sur le concurrent ou sur le machin truc, ça nous intéresse pas. Non, mais les gens, ils posent des questions de ouf, donc c'est super intéressant. Bon, bah écoute, on croise les doigts pour ce STP.